Bah, c'est trop cool, vous êtes avec moi dans mon bureau et on va parler des actualités de la semaine. Alors, cette semaine, on parle de quoi? On parle des négociations commerciales qui ont été extrêmement difficiles, on parle de l'agro sous pression face aux menaces de Trump et de la baisse de la natalité. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le média qui décrypte l'actualité agroalimentaire. C'est un rendez-vous annuel qu'on pourrait presque qualifier finalement de traditionnel, mais qui chaque année réserve son lot de rebondissements et surtout de tensions et de pressions. Les négociations entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire, évidemment cette année, n'ont pas fait exception. La clôture réglementaire, c'était le 1er mars. Et pour tous ceux qui ont terminé les Lego, j'espère vraiment que vous avez décompressé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Les industriels ont réclamé des hausses entre 5 et 7% qui ont été justifiées par la flambée des coûts de production, la hausse des matières premières et puis la hausse de l'énergie et de l'emballage. Et bien sûr, tout le monde ne joue pas dans ce contexte-là dans la même cour. Les grands groupes ont plus de leviers de négociation et de pression que les PME et les ETI qui se sont un peu retrouvés quand même au pied du mur. Côté grande distribution, l'objectif c'était vraiment de limiter la hausse des prix et même de demander certaines baisses, justifiant notamment une baisse sur certaines matières premières et des coûts de l'énergie. Donc ça, je vous pose le contexte, vous le connaissez, c'est un bras de fer qui est absolument habituel, mais qui semble avoir été beaucoup plus tendu par rapport aux années précédentes. Donc, qu'est-ce qui se passe en grande distribution quand on est face à ce contexte-là? En fait, il y a vraiment des techniques de pression qui sont mises en place. Donc, certaines enseignes ont retiré des produits de la grande distribution pour faire pression sur les industriels. Même certains, ma petite oreille me dit que certains auraient même interdit de magasin certaines forces de vente. Ça aussi, ça existe. Hein. Et puis, il y a d'autres côtés moyens de pression côté industriel qui existent, un peu plus rares. Enfin, c'est des pratiques qui sont un peu plus rares, notamment des industriels qui auraient suspendu leur livraison sur certaines enseignes de la grande distribution. Et ceux qui suivent l'actualité agroalimentaire, vous l'avez vu, hein, des pressions, notamment Mars qui a arrêté de livrer Intermarché. Et si vous vous baladez dans les rayons, vous avez forcément vu des affiches d'Intermarché expliquant aux consommateurs la situation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au 4 mars, donc à savoir si vous êtes bon en maths, 4 jours après la date de signature qui était prévue dans le cadre de la loi, seulement 64% des accords ont été signés selon l'ILEC et le pacte Alim affirme que près d'un quart des entreprises n'avaient pas encore conclu leurs négociations. Donc ça pose vraiment problème. Quelles ont été les réactions des industriels, des organisations professionnelles? L'ILEC accuse la grande distribution de ne pas respecter la loi, classique. La FCD qui défend les distributeurs déplore un débat public caricatural et rappelle que la grande distribution a une marge nette d'à peine 2%. Donc, elle affirme aussi que la loi Egalim a bien été respectée et que les multinationales ont ralenti les accords en jouant notamment la montre. Et puis la FEF, l'organisation qui défend les PME et les ETI, dénonce une pression énorme qui a été orchestrée par la grande distribution, des baisses imposées et puis des négociations très très agressives avec des menaces de déréférencement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ces négociations? Eh bien, malgré ces tensions, la grande distribution rassure, les prix resteront bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Mais si vous me regardez sur YouTube, au moins, vous avez l'envers du décor quand vous allez en rayon. C'est quand même assez difficile d'y voir clair parce que on fera l'analyse dans quelques mois de voir l'évolution des prix. Des experts le font d'ailleurs très très bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'atterrissage risque d'être probablement très brutal sur certaines organisations, notamment les PME et les ETI qui n'ont pas de reins solides comme des grandes multinationales. Donc, il faudra vraiment faire le bilan des comptes dans quelques mois. Bon, le feuilleton continue. Le gouvernement, dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, c'est vraiment le feuilleton Egalim qui ne s'arrête pas là. Une nouvelle révision de la loi est prévue. Je ne sais plus à quelle version on en est de cette loi, la version 10, la version 11. Bref, j'en rigole, mais on ne compte plus les nouvelles versions. En tout cas, affaire à suivre.
Allez, deuxième actualité de la semaine, l'agroalimentaire est sous tension face aux menaces de Trump. Alors pendant qu'en France, on se bat sur les prix, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ? Eh bien, Trump relance la guerre commerciale. 3 mars, il y a eu une annonce choc de Trump. Donc dès le 2 avril, les États-Unis vont imposer une taxe douanière sur les produits agricoles importés. Alors, Monsieur Trump, quel produit, quel pays ? Pour l'instant, c'est très très flou. Mais en tout cas, la logique est claire, hein, c'est vraiment une logique protectionniste. Les agriculteurs américains doivent produire plus. Et en plus, Trump, en général, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Donc, on a un Trump qui est toujours plus offensif sur le commerce, mais finalement... quel va être l'impact pour la France ? Eh bien, à première vue, la France, elle exporte pas tant de produits agricoles que ça, mais attention, il y a vraiment une exception de taille, c'est les vins et les spiritueux français. En fait, les vins et les spiritueux français ont déjà été frappés par une hausse des taxes en 2019 et ils avaient perdu pas moins de 500 millions d'euros après une chute des exportations de 40%. Et les producteurs sont vraiment en alerte, hein, une nouvelle taxe pourrait être un vrai coup dur. Donc là, on assiste vraiment à un jeu d'échecs géopolitique où l'agriculture devient un moyen de pression. On va suivre ça évidemment de très près. Troisième actualité de la semaine et dernière actualité de la semaine, on note une baisse de la natalité. Vous ne voulez donc plus faire d'enfants. Les Français ne veulent plus faire d'enfants. Alors, comment on l'explique ? En fait, déjà, on note d'un point de vue analytique que depuis 2011, il y a une baisse de la natalité en France d'année en année. Il y a eu 2021 où il y a eu un petit pic, une petite hausse, puisque les Français ont été pas mal sous la couette pendant le Covid. Mais janvier 2025 marque encore une baisse. Hein, on est à moins 2,6 par rapport à janvier 2024, qui marque le 31e mois consécutif de baisse de natalité. Alors, on n'est pas les seuls dans le monde. Si on regarde un comparatif, en 2022, il y a un comparatif qui a été dressé. Donc, la France, en moyenne... Une femme, elle fait 1,8 enfants par femme. Aux États-Unis, c'est 1,66. En Chine, 0,7. Et puis en Corée du Sud, 0,8. Donc pourquoi cette baisse ? Je suis sûre que vous avez dans vos entourages des personnes qui vous disent que dans ce contexte-là, on n'a pas envie de faire d'enfants. Entre la géopolitique, le contexte environnemental et climatique, on n'a pas envie de faire d'enfants. Et là, il y a vraiment des études qui prouvent qu'il y a vraiment un shift de mentalité qui est en train de changer. Et au-delà de ça, une volonté de vraiment préserver sa liberté individuelle. Et puis, le poids des carrières professionnelles chez les femmes est beaucoup plus conséquent qu'à une certaine époque. Hein. Et puis, évidemment, il y a le facteur économique où la précarité des jeunes, faire un enfant, ça coûte cher. Et évidemment, ça se réfléchit avec le coût du logement, le coût des études, et puis le manque de place en crèche. Vous avez aussi forcément, si vous n'avez pas d'enfant, des collègues qui vous ont dit mais j'arrive pas à avoir de la place en crèche ou trouver une nounou. Qu'est-ce qu'on se dit pour demain ? Eh bien, l'INSEE nous dit que si la tendance continue, les amis, en 2070, la France comptera bien plus de 65 ans et plus. Ça va affaiblir l'économie, compliquer le financement des retraites et ralentir l'innovation. Mais surtout, ce qui est intéressant à regarder dans le cadre de ce média sans filtre ajouté qui est sur la grande distribution et l'agroalimentaire, c'est que quand on parle de moins de foyers avec enfants, on parle aussi de moins de consommation familiale. Et il va y avoir de facto un déclin des produits qui ciblent les jeunes parents et les enfants. Donc tous les rayons avec les laits infantiles, les petits pots, les couches, les goûters devraient de fait se réduire. Moins de besoins en termes de produits pour les familles. Tous ceux qui me regardent et qui négocient la promo, vous négociez forcément des lots 2+1, des packs XXL, des formats familiaux, etc. Ça, si en 2070 on est dans ce contexte-là, ne comptez plus sur ce type de promotion.
Et puis, les industriels devront aussi se repositionner. Je pense à certaines entreprises qui ciblent les enfants ou les bébés. Alors, j'en cite quelques-unes. Blédina, Nestlé Baby devront évidemment faire évoluer leur offre, leur entreprise pour se repositionner sur d'autres marchés. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce format vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à réagir en commentaire de cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.